Il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, des hommes s'aventuraient déjà au cœur des Alpes. Comment s'y prenaient-ils pour accéder à des cols aussi élevés, si difficiles d'accès, même en été? Et que cherchaient-ils là-haut, où plus aucun arbre ne pouvait pousser? Il y a encore 30 ans, les scientifiques considéraient les Alpes comme une frontière de roches et de glace infranchissable avant l'époque romaine, et qui avait divisé le continent pendant des millénaires. Mais dans les années 1990, d'incroyables trouvailles ont révolutionné l'idée que l'on se faisait du peuplement des zones de haute montagne. Des objets emprisonnés dans la glace pendant des millénaires, et donc extraordinairement bien conservés, ont refait surface à la faveur du réchauffement climatique. En fondant, les glaciers alpins libèrent de plus en plus fréquemment des reliques du passé. Les trouvailles qui ont été faites sur les glaciers montrent bien que l'homme s'est risqué très tôt à de hautes altitudes et qu'il a déployé de gros efforts pour cela. Par chance, il a laissé quelques traces de son passage. Ces reliquats libérés par les glaces sont fantastiques pour les archéologues, parce qu'ils sont la promesse d'autres découvertes. On peut désormais prospecter de nouveaux territoires et espérer y trouver des vestiges préhistoriques beaucoup mieux conservés que sur les sites de fouilles classiques. L'Umbalterl, dans l'est du Tyrol, culmine à près de 3000 mètres. Ce col recèle-t-il des trésors? Une équipe de l'université d'Innsbruck est bien décidée à en avoir le cœur net. Harald Stadler, le chef de l'expédition, est un pionnier de l'archéologie glaciaire en Europe. Depuis 17 ans, il part chaque été explorer les hauteurs montagneuses fraîchement libérées des glaces, dans l'espoir de remonter un peu plus la piste caillouteuse de notre lointain passé. Aujourd'hui, nous allons mener une opération de fouille sur l'Umbalterl inférieur. Nous recherchons à la fois tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi bien un corps momifié que des fragments d'objets en bois. Le champ des possibles est immense, et c'est ce qui est passionnant. Allez, mettez vos sacs à dos, on y va. Le choix de l'Umbalterl ne doit rien au hasard. Une carte datant du 19e siècle porte Harald Stadler à croire que de précieuses reliques du passé pourraient bien se cacher précisément ici. C'est un itinéraire qui a été beaucoup emprunté au Moyen-Âge et au début de l'ère moderne. Nous avons donc tout lieu de penser qu'il l'a également été à la préhistoire. L'archéologie glaciaire a longtemps été tributaire de découvertes fortuites dont le mérite revenait principalement aux randonneurs. Pour mettre fin à cette dépendance, Harald Stadler a délimité un certain nombre d'aires géographiques particulièrement propices aux fouilles. L'Umbalterl est l'un de ces points chauds. 50 ans en arrière, il y avait encore de la glace là où nous nous trouvons. La langue glaciaire s'étendait bien plus bas encore. Une grande partie a fondu, même plus haut, et le phénomène s'accélère. Ce n'est pas tout à fait une bonne nouvelle d'un point de vue climatique, mais pour l'archéologie, c'est une aubaine. L'archéologie glaciaire est une science relativement jeune qui donne du fil à retordre à ses adeptes, les sites les plus intéressants étant bien souvent très difficiles d'accès. L'ascension de l'Umbalterl dure 4 heures et elle n'est pas des plus aisées. Pour détecter d'éventuels objets métalliques, les archéologues ont recours à des détecteurs de métaux. En revanche, pour les matériaux organiques, os, cuir ou bois, ils n'ont que leurs yeux. Ils ont tout au plus 3 heures devant eux s'ils veulent être rentrés au refuge avant la tombée de la nuit. Les glaciers sont d'inépuisables trésors d'archives naturelles.
car la glace n'emprisonne pas seulement des objets, elle piège aussi de minuscules particules de poussière, de gaz ou de composés organiques. Ces microparticules peuvent nous en dire long sur le passé. L'équipe de chercheurs d'Innsbruck, chapeautée par la glaciologue Andrea Fischer, tente d'en extraire un maximum d'informations en travaillant en étroite collaboration avec les archéologues des glaces. Nous trouvons beaucoup de substances transportées par le vent. Du sable du désert, du pollen, ça peut aussi être de la cendre. Les polluants atmosphériques sont eux aussi conservés dans les glaces éternelles. Les retombées des essais nucléaires, par exemple, et toutes sortes de traces de l'activité de l'homme dans les Alpes, elles aussi véhiculées par le vent. Et pour finir, la glace elle-même fait office d'archive climatique. À l'instar des anneaux de croissance des arbres, chacune des couches de glace délivre des informations sur les années écoulées. La température, les précipitations. Mais cette immense réserve d'archives naturelles est en danger. Les couches de glace les plus intéressantes sont celles qui n'ont pas bougé depuis des millénaires. Elles ne font que quelques mètres d'épaisseur et pourraient bien appartenir au passé d'ici quelques décennies. Nous observons des taux de fonte de plus d'1 mètre par an dans les zones les plus hautes. Il est donc grand temps de tirer la sonnette d'alarme. Si nous voulons exploiter ces archives, nous devons faire des stocks d'échantillons dès maintenant et commencer tout de suite à les analyser. La Stubaital, une vallée entourée de glaciers, dans le Tyrol autrichien, est l'un des sites glaciaires les plus fouillés des Alpes. Andrea Fischer observe depuis 16 ans l'évolution de ces géants de glace. Aujourd'hui, les glaciologues veulent y prélever des échantillons de glace. Juste en dessous du sommet se trouve l'entrée d'une grotte. C'est ici, sous la langue glaciaire, que se trouve la glace la plus ancienne. Si nous arrivons à déterminer l'âge de cette glace, nous saurons quand s'est formé ce glacier. Et du même coup, à quel moment cette région a été pour la dernière fois exempte de glace. Depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, les glaciers n'ont cessé d'avancer et de reculer. Il est probable que les hommes préhistoriques aient profité des périodes où les montagnes n'étaient plus prises dans les glaces pour conquérir des altitudes toujours plus élevées. Sur l'Umbaltörl, l'équipe de Harald Stadler piétine. En fait d'objets qu'auraient laissés derrière eux les hommes qui fréquentaient ces lieux il y a de cela des millénaires, elle tombe constamment sur des déchets du XXe siècle. Les archéologues décident donc de grimper encore plus haut. Il n'est pas impossible que nos ancêtres se soient aventurés à de pareilles altitudes, même s'il nous est difficile d'imaginer qu'on puisse entreprendre de telles ascensions sans un équipement technique éminemment moderne. Passer ce genre de col ne posait aucun problème aux gens de la montagne. Ils y étaient habitués. On sait par exemple qu'au XIXe siècle et au début du XXe, des habitants de ces contrées se donnaient cette peine pour aller rejoindre leurs bien-aimés. Encore du bois, regarde. C'est plein de charbon de bois là-dedans. Des hommes ont dû faire du feu ici. Ce col serait-il bel et bien un nouveau haut lieu de la recherche archéologique ? Les gens qui venaient du versant sud devaient faire halte ici, tout comme ceux qui venaient du versant nord. Il y a de fortes chances qu'on retrouve des vestiges dans le coin, et pas seulement du Moyen-Âge ou de l'ère moderne, mais aussi des temps plus reculés qui nous intéressent. En effet, non loin du foyer, le petit groupe fait bientôt une autre découverte. Des fragments de cristal de roche dont les arêtes effilées ont tout l'air d'avoir été taillés par l'homme.
Il semblerait que nous ayons déniché un site tout en haut du col où l'on a fabriqué des outils en cristal de roche. Ce serait intéressant parce que ça voudrait dire qu'il a été fréquenté au Mésolithique, donc à l'âge moyen de la pierre, avant le Néolithique. Autrement dit, des hommes seraient déjà venus ici il y a environ 10 000 ans pour exploiter le cristal de roche ou pour se rendre de Lumbaltal dans le Tyrol oriental à la vallée Aurina dans le Tyrol du Sud. Les archéologues débusquent d'autres objets qui étaient encore pris dans la glace il y a 2 ans. Comment ces petits morceaux de bois sont-ils arrivés là, près de 1000 mètres au-dessus de la limite des arbres? Quatre mois plus tard, au Centre des cultures antiques de l'Université d'Innsbruck, Thomas Barnetzer étudie les trésors rapportés de Lumbalturl. Une chose est sûre, à 3000 mètres, aucun arbre ne pousse. Si ces morceaux de bois étaient là-haut, c'est donc que des hommes les y avaient apportés. Ces bouts de bois sont fascinants. Tout indique qu'ils ont été travaillés avec des outils. Certains présentent des traces de carbonisation aux extrémités. Ils ont donc été au contact du feu. On ne trouve pas cela tous les jours à 2850 mètres d'altitude. Il serait intéressant de connaître leur âge. Une analyse au carbone 14 devrait permettre de le déterminer avec quasi-certitude. Les cristaux de roche également retrouvés sur Lumbalturl s'avèrent eux aussi passionnants. Thomas Barnetzer les examine au microscope. Il s'agit très nettement d'un artefact, d'un objet fabriqué par l'homme. Cette arête comporte une encoche qui a été faite volontairement. Pour cela, il a probablement fallu utiliser une petite pierre ou une pointe en corne. Nous avons donc affaire à un outil en quartz qui servait peut-être à tailler des flèches. Il y a tout un éventail de possibilités. Ces traces de travail artisanal confirment la théorie de Harald Stadler. Des hommes fréquentaient indubitablement ces lieux il y a 10 000 ans. Mais que pouvaient-ils bien chercher à presque 3000 mètres d'altitude? Il se pourrait qu'ils soient allés là-haut, précisément pour chercher des gisements de cristal de roche et les exploiter. À moins qu'ils n'aient voulu passer par le col, et qu'une fois là-haut, en marquant une halte, ils soient tombés sur des cristaux de roche et aient alors décidé de les travailler sur place, avant de poursuivre leur route. De nombreux indices tentent à prouver que nos ancêtres utilisaient ces minéraux pour se fabriquer des outils et des armes, notamment pour la chasse. Ils devaient grimper là-haut durant les mois d'été, après la fonte des neiges, en quête de ces précieux cristaux. Ces cristaux allaient rapidement devenir des marchandises très convoitées. Ces matières premières étaient d'autant plus précieuses qu'on ne les trouvait pas ailleurs. Les hommes se sont probablement mis très tôt en quête de ce genre de matériaux. Et c'est comme ça qu'ils ont exploré ces paysages alpins. Souvenons-nous que pendant longtemps, nos ancêtres ont vécu sans métal. Les pierres dures, comme le silex ou le cristal de roche, étaient donc de la plus grande utilité et par conséquent de véritables richesses. Ces découvertes permettent aux chercheurs de compléter peu à peu le grand puzzle de la préhistoire. Les dernières en date portent à croire qu'il y a 10 à 12 000 ans, des hommes ont traversé les Alpes en empruntant des itinéraires spécifiques pour dénicher des cristaux de roche. Mais ce n'est pas là la seule raison qui ait pu inciter les hommes à s'aventurer en haute montagne. 7000 ans plus tard, tout au plus, ces altitudes ont été sillonnées par les chasseurs. C'est en tout cas ce que laisse supposer la trouvaille la plus spectaculaire qu'on ait faite sur les glaciers à ce jour. En septembre 1991, au col du Tizen, à plus de 3000 mètres d'altitude,
des randonneurs ont découvert une dépouille mortelle. Le corps est parfaitement conservé. Extirpé de la glace sans trop de précautions, il est examiné à l'université d'Innsbruck. Les conclusions des scientifiques font sensation. Cet homme piégé dans les glaces, qui sera par la suite baptisé Ötzi, n'aurait pas moins de 5300 ans. Cette découverte marque la naissance de l'archéologie glaciaire. Ötzi ouvre une fenêtre jusque-là fermée sur le passé et apporte aux chercheurs les réponses à bon nombre de questions clés. Ötzi est la star de l'archéologie alpine. Telle une capsule temporelle qui aurait refait surface, il est la preuve irréfutable que des hommes ont très tôt exploré des altitudes impressionnantes et qu'ils étaient déjà bien équipés. En analysant son appareil digestif, nous avons pu voir ce qu'Ötzi a mangé pendant ces dernières heures, à savoir de la viande de bouquetin, mais aussi un aliment à base de céréales, peut-être un morceau de pain ou une bouillie. Comment est mort Ötzi? La question est longtemps restée sans réponse, jusqu'à ce qu'en 2001, à la lumière d'une tomographie par ordinateur, des chercheurs découvrent une pointe de flèche dans l'épaule de la dépouille. L'homme des glaces aurait été tué par derrière. Les scientifiques sont maintenant convaincus que des hommes comme Ötzi chassaient en haute montagne quelques 3000 ans avant Jésus-Christ, pendant les mois d'été et d'automne, quand le gibier était bien gras. Ils devaient suivre les bouquetins, chamois et autres petits animaux des montagnes jusqu'à des altitudes très élevées pour nourrir leur famille. Ils partaient en expédition aux époques de l'année les plus propices à la chasse. Ces chasseurs devaient avoir une grande expérience, qu'ils se transmettaient vraisemblablement de génération en génération. Imaginez un peu, avec un arc et des flèches, ils étaient capables de tuer un animal sauvage à une trentaine de mètres de distance. Cela témoigne de connaissances et d'un savoir-faire impressionnant. Cela est confirmé par une autre découverte sensationnelle réalisée en 2003 dans l'Oberland bernois. À 2756 mètres d'altitude, les glaces du col du Schniede ont libéré une jambe de pantalon en cuir, un carquois en écorce de bouleau et plusieurs flèches, le tout vieux de plus de 5000 ans. C'est une randonneuse du nom d'Ursula Leuenberger qui est tombée dessus par hasard. Nous sommes à peu près à l'endroit où j'ai trouvé le premier objet, le carquois. J'ai d'abord cru reconnaître une guêtre, que j'imaginais vieille d'une centaine d'années. Mais dans le doute, je l'ai emportée avec le reste au musée d'histoire naturelle de Berne. Ces trouvailles reposent désormais dans les immenses archives souterraines du service archéologie du Muséum bernois, dans de parfaites conditions climatiques de conservation et qui plus est, sous vide. La fonte des glaciers fait réapparaître tant de vestiges chaque année que les scientifiques peinent à suivre la cadence. L'archéologue Regula Gubler et une collègue conservatrice nous présentent cette découverte exceptionnelle. Selon notre interprétation, la personne portait un pagne retenu par une ceinture à laquelle étaient également accrochées, avec des bandelettes, des jambes de pantalon comme celle-ci. On remarque des petites pièces cousues ici et là qui indiquent que le vêtement a été rapiécé et donc beaucoup porté. À qui appartenait cette jambe de pantalon retrouvée sur le col du Schniede? On l'ignore. Probablement au même homme que les tués à flèches et que la chaussure en cuir dont les restes ont été repérés par les archéologues tout près de là.
Nous n'avions presque rien retrouvé en rapport avec des chaussures de l'âge du bronze ou du néolithique. D'où l'importance de cette découverte, car jusque-là, nous ignorions presque tout sur la façon dont les gens pouvaient bien se vêtir et se chausser pour traverser les Alpes. Cette chaussure préhistorique portée en haute montagne a fait l'objet d'une reconstitution. Voilà à quoi elle a pu ressembler. Mais la trouvaille la plus spectaculaire faite sur le col du Schniede est cet artefact en écorce de bouleau. Il a été remis à un laboratoire de Constance peu de temps après sa découverte en 2003. Quand les chercheurs l'ont radiographié, ils ont découvert qu'il renfermait une pointe de flèche. La restauratrice Inka Pothast doit tâcher de l'extirper sans abîmer ce qui s'avère être un carquois. J'essaie de passer entre les couches pour parvenir précautionneusement jusqu'à la pointe. Cet étui à flèche vieux de 5000 ans est formidablement bien conservé. Cette pointe est en silex. Et ce qu'elle a de spécial, à mes yeux de restauratrice, c'est qu'elle est vraiment très bien aiguisée, autant que la lame d'un couteau. C'est assez rare. En principe, les objets que l'on retrouve sur les sites de fouilles sont abîmés par le sable ou les cailloux. Mais dans ce carquois, cette pointe-là a traversé les millénaires bien à l'abri. Elle n'a pas subi la moindre détérioration. On l'a ressortie du carquois exactement dans l'état où elle y est entrée. En 2005, Inka Pothast découvre une deuxième pointe de flèche. Mais comment se fait-il qu'un homme ait laissé des objets aussi précieux derrière lui, à presque 3000 mètres d'altitude? Que lui est-il arrivé? La question continue à intriguer les chercheurs. Pourquoi un étui à flèche a-t-il été abandonné là-haut, de même qu'une jambe de pantalon de la même époque? Une jambe de pantalon, on ne la laisse pas traîner comme ça. Dans ce cas, son corps a-t-il été redescendu dans la vallée par ses proches? Ou est-il emprisonné dans le peu de glace qu'il reste là-haut? On aimerait le croire, mais c'est assez peu probable. Pour découvrir comment les gens chassaient il y a 5000 ans et comment ils fabriquaient leurs armes, les archéologues bernois collaborent avec des spécialistes des 4 coins de l'Europe. L'un d'eux est Jürgen Jungmanns, un archéologue expérimentateur. Il s'est spécialisé dans la reconstitution d'arcs et de carquois préhistoriques. Chercher la matière première adéquate est déjà tout un art. Je recherche bien sûr des morceaux d'écorce propres, bien blancs, et ne présentant pas de trop grosses taches. Ils ne doivent pas être trop épais, sinon je ne pourrais pas bien les plier. Ils doivent être assez malléables pour que je puisse leur donner une certaine forme. La recherche prend du temps, d'autant plus que l'étui est fait d'une bonne quarantaine de morceaux de différentes tailles. Mais le jeu en vaut la chandelle, car le travail de Jürgen Jungmanns fournira une importante pièce du puzzle archéologique. Ces expériences empiriques permettront de vérifier les hypothèses théoriques de ses collègues. J'avais très envie de comprendre comment ça fonctionnait, comment on fabriquait ce genre d'objet, comment on utilisait les matériaux. Et pour ça, je voulais essayer d'en fabriquer un moi-même. La théorie n'est jamais que de la théorie. On décrète beaucoup de choses, mais souvent, si seulement les gens qui théorisent prenaient la peine de réaliser les objets qu'ils imaginent, ils se rendraient compte, avant même d'en parler, que certaines de leurs affirmations sont totalement ineptes. Comment les hommes qui vivaient ici il y a 5000 ans ont-ils pu fabriquer un étui aussi complexe? Pour le savoir, Jürgen Jungmanns essaie de le reconstituer en utilisant des outils préhistoriques comme des aiguilles en os. Il teste plusieurs méthodes et techniques et remarque entre autres que si le côté brun de l'écorce de bouleau est à l'extérieur, c'est parce qu'il est plus robuste que le côté blanc. D'ailleurs, il ne s'étonne pas que nos ancêtres aient utilisé du bouleau, car c'est un bois étanche et très léger. En revanche, on continue à s'interroger sur l'utilité de ce genre d'étui. Quand on regarde les photos et les dessins, au début, on est un peu perplexe. On se demande pourquoi les gens ont ressenti le besoin de mettre leur arc dans un étui. J'ai d'abord pensé que ça n'avait pas de sens,
puisque je n'en voyais pas la nécessité. Mais à force d'y réfléchir, j'ai compris. D'une part, si je devais me balader pendant des jours et des semaines tout seul, dans la nature sauvage, par mauvais temps, je serais bien content que mon arc et mes flèches soient protégés de l'eau. Et d'autre part, ce qui est encore plus important à mes yeux, c'est qu'avec cet étui sur l'épaule, j'ai les mains libres. Avantage considérable, puisque 3000 ans avant Jésus-Christ, tout comme aujourd'hui, on avait besoin de ses mains pour escalader ces pentes abruptes. Ötzi et les objets vieux de 5000 ans trouvés sur le col du Schniede montrent que les chasseurs de la fin de l'âge de pierre étaient bien équipés et que déjà à l'époque, les hommes savaient s'adapter aux rudes conditions de la vie dans les Hautes-Alpes. Quelques siècles plus tard, ces régions d'altitude ne sont plus seulement fréquentées par les chasseurs-cueilleurs. En 2200 avant notre ère, des sociétés agraires s'installent dans les régions alpines. Or, en ce début d'âge du bronze, les Alpes sont encore densément boisées jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Comme aujourd'hui, les gens avaient des terres consacrées à la culture des céréales et d'autres où ils faisaient paître un troupeau plus ou moins grand. Les cultures étaient limitées par les contraintes climatiques. Les céréales, par exemple, ne poussent généralement pas au-dessus de 1600 mètres, même si cela dépend des régions. Plus haut, et surtout depuis l'âge du bronze, les espaces non boisés servaient de pâturage saisonnier aux animaux d'élevage, et plus tard, à l'agriculture alpestre. Que les archéologues retrouvent des vestiges à la lisière des glaciers relève presque du miracle. Par l'effet combiné de la pente et de leur propre poids, ces géants de glace glissent en direction de la vallée avec une puissance inouïe. Seuls les objets qui se trouvaient dans des cuvettes ont pu se conserver et demeurer sur les hauteurs. Comme sur le passage du Lötschberg, dans les Alpes bernoises. À 2690 mètres d'altitude, la glace a libéré des objets exceptionnels il y a 8 ans. Depuis, l'endroit est un haut lieu de l'archéologie glaciaire suisse. À l'été 2011, le responsable d'un refuge de haute montagne découvre des fragments de bois remontant à l'âge du bronze. Un an plus tard, des archéologues venus fouiller les environs tombent sur une mystérieuse boîte vieille d'environ 4500 ans. Depuis, Regula Gubler inspecte le passage tous les étés, dans l'espoir de faire d'autres trouvailles qui lui permettraient de dresser un tableau complet du site archéologique et d'en savoir plus sur cette étrange boîte. Aujourd'hui, nous montons voir dans quel état est le site. Pour cela, nous sommes assez de deux. Deux étant un minimum, car grimper seul là-haut serait trop dangereux. On ne peut rien prévoir à l'avance. On ne sait jamais si on va trouver quelque chose. Il faut voir sur place. Et si on fait une découverte de taille, on peut toujours appeler du renfort. Cette pénible ascension n'était sans doute pas une si rude épreuve pour les hommes d'il y a 4500 ans. Leur vie se déroulait principalement dans la nature sauvage. Ils étaient donc habitués à ce genre d'effort physique. On pense que ces régions des Hautes-Alpes faisaient office de passage, au regard des trouvailles qu'on y a faites et qui remontent au bronze ancien. On sait qu'il y a eu des échanges entre le Valais et l'Oberland bernois et entre le Zéland et le plateau suisse. Les objets retrouvés le montrent clairement. Les bijoux, par exemple. Ils font apparaître des itinéraires bien précis. Les archéologues inspectent un champ de neige où on a trouvé des reliques de l'âge du bronze il y a 7 ans. Sous la neige se trouve une cuvette protégée du vent où des hommes ont dû faire halte lors de leur longue pérégrination alpestre. Regarde. Oh, il y a un trou. Oui. Merveilleux. Ça a été coupé. En effet.
des deux côtés. Oui, belle trouvaille. À cette altitude, 500 mètres au-dessus de la limite des arbres, chaque pièce de bois est d'autant plus intéressante qu'elle a nécessairement été transportée par l'homme. Ce n'est que grâce à la glace que cette matière organique a pu traverser les millénaires en se conservant aussi bien. Pris dans la glace, ces objets n'étaient pas au contact de l'oxygène, si bien qu'ils ne pouvaient pas se décomposer. C'est comme ça qu'ils se sont conservés au fil des millénaires. Maintenant que la glace fond, les voici à découvert. Il faut se dépêcher de les dénicher et de les mettre à l'abri, sans quoi d'ici 3 ans, ils n'existeront plus. Chaque année, de précieux indices sont ainsi perdus à tout jamais. Regarde, il y en a plein d'autres. Tous ces morceaux de bois semblent confirmer l'hypothèse de l'ère de repos. Ces 9 nouvelles pièces de puzzle remontant à l'âge du bronze permettront-elles d'élucider le mystère de la boîte en bois ? Après les découvertes de 2011, quand on est revenu fouiller les lieux en 2012, on a trouvé d'autres fragments d'arc. Une corde d'arc, divers morceaux de bois, des restes de cuir, le tout datant de l'âge du bronze. La boîte de 20 cm de diamètre pour 6 cm de haut a été retrouvée ici aussi, sur le passage du Lötschberg. Elle était à l'envers et à l'intérieur, il y avait encore des restes de son contenu, sous la forme d'une motte noire. Le contenu de la boîte étant mélangé à de la terre, les chercheurs ont prélevé tout le bloc. Ils l'ont fait analyser à Berne. Cette motte pourrait être une pièce de puzzle cruciale pour la reconstruction de la vie en haute montagne à l'âge du bronze. Les scientifiques espèrent y retrouver le couvercle et le contenu de la boîte. Nous aurions alors la première boîte en bois de l'âge du bronze complète, dont on sait à quoi ressemble le couvercle. Jusque-là, nous avons seulement le fond et les parois. Nous ignorons quelle était la hauteur de la boîte, comment on la portait et comment elle se fermait. 6 ans après la découverte de la boîte, Johanna Klügel retire délicatement de petits cailloux et des restes de terre. Mais bientôt, les problèmes commencent. Dans cette zone-là, il y a des fibres de matière organique, des fibres libériennes. Elles sont emprisonnées à l'intérieur de ce bloc de terre dont je ne vois que la surface à l'œil nu. Mais je voudrais bien avoir une image 3D de la structure interne. La relique est trop fragile pour un examen manuel plus approfondi. L'analyse va donc se poursuivre par ordinateur. Une tomographie permettra de scruter l'intérieur de la motte. L'objectif est de comprendre comment le cordon et les fibres étaient reliés. Pourquoi est-ce qu'on a des fragments de bois? Que contenait cette boîte? Nous ne savons pas si la cordelette servait à fermer ou à porter cette boîte en bois. Johanna Klügel espère trouver des réponses à l'Institut Paul Scherrer de Villigen, près de Zurich. Une station d'imagerie par neutrons et rayons X doit radiographier la motte de terre préhistorique. 6 heures durant, l'appareil réalise des images de fines coupes de la motte de terre qui seront plus tard juxtaposées pour obtenir une maquette numérique 3D. Cette analyse hautement sophistiquée est complétée par des recherches d'un tout autre genre qui appartiennent au champ de l'archéologie expérimentale. Karl Bühler s'est spécialisé dans la reconstitution de boîtes en écorce et il est passé maître en la matière. Salut Karl. Tu fais des bardeaux? Oui, comme tu vois. Je peux t'en prendre quelques-uns? Bien sûr, sers-toi. Adolf Germann, paysan des montagnes, a le matériau idéal pour la reconstruction de la boîte mystérieuse. De fines planchettes de sapin. Le bois de montagne est connu pour être un bois à fibres tendres, car ses cernes annuelles sont très rapprochées, du fait qu'il pousse lentement et bien droit. Quand il y a des nœuds ou d'autres irrégularités, le bardeau n'est plus aussi souple. Karl Bühler travaille les planchettes jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment fines et malléables.
Ils les assemblent ensuite en tâchant de n'utiliser que des outils préhistoriques, de manière à renseigner au mieux les scientifiques sur la façon dont la boîte a pu être fabriquée. La difficulté résidait dans le fait qu'il fallait s'imaginer plus de 4000 ans en arrière et se demander comment ils pouvaient bien travailler. Mais j'aime relever ce genre de défi. À l'époque, ils n'avaient pas d'étau ni de serre-joint. Pour courber les planchettes de bois, Karl Bühler doit les passer à la vapeur dans cette chaudière. La reconstitution s'avère plus ardue qu'il ne l'avait imaginé. Comment les hommes de l'âge du bronze ont-ils bien pu s'y prendre? Il ne se l'explique pas. En attendant, il tente de donner la forme adéquate aux lamelles de bois à l'aide d'un moule. Je me suis dit qu'ils avaient forcément utilisé un moule, un tronc d'arbre par exemple. Il fallait jouer avec les diamètres pour que le couvercle soit un peu plus large que la partie inférieure. Par contre, il est moins haut. La partie basse devait être plus haute, mais de diamètre plus étroit pour pouvoir accueillir le couvercle. Karl Bühler pense que la boîte avait un couvercle en écorce. Dans la région, ce genre de récipient est particulièrement apprécié depuis des siècles du fait de son faible poids. Au terme de près d'1 an de recherche et d'expérimentation, la réplique de la boîte vieille de 4200 ans retrouvée sur le passage du Lötschberg est prête. Je suis époustouflé de voir ce que ces hommes ont réussi à fabriquer. On savait qu'ils confectionnaient des boîtes en écorce de bouleau, mais on ignorait qu'ils en faisaient aussi en bois massif. C'est tout à fait nouveau, et je ne peux que leur tirer mon chapeau. Reste à savoir à quoi servait ce type de boîte au quotidien. C'est ce que Christian Avenit et son équipe veulent comprendre. Ces amateurs de reconstruction historique vont traverser les Alpes durant l'été, vêtus et équipés à la mode préhistorique, et bien sûr, munis de la réplique de la boîte fabriquée par Karl Bühler. Nous ne savons pas exactement quelle était sa fonction. Nous voulons la tester. À quoi était-elle censée servir? Nous avons essayé de la maintenir fermée avec des lanières en cuir, comme le suggèrent les fibres naturelles qui ont été retrouvées. De fait, il y a du jeu entre le couvercle et la partie basse. Et sans ces courroies, la boîte s'ouvrirait trop facilement dans un sac à dos, ce qui n'est pas souhaitable. Christian Avenit a organisé un galop d'essai. Par mauvais temps, le groupe va tester les chaussures, les vêtements et le reste de l'équipement pour voir s'ils sont réellement fonctionnels tels quels. Tout doit être aussi fidèle que possible à l'époque considérée, y compris les haltes. On mange! Première conclusion de la petite troupe, la boîte est trop grosse pour avoir servi à emporter de petites provisions lors de courtes excursions. D'ailleurs, les traces retrouvées dans la boîte originale ne vont pas dans ce sens. L'original contenait des céréales, inexploitables en l'état. En tout cas, elles ne renfermaient rien de prêt à consommer, comme une barre de céréales qu'on engloutirait vite fait pour se donner de l'énergie. Le genre de glucides présent dans la farine de ces céréales ne peut pas raisonnablement être consommé cru. C'est tout à fait indigeste. Cette boîte est donc plutôt, d'après moi, une sorte de garde-manger, où on fourrerait des provisions à faire cuire. Les scientifiques y ont identifié des restes d'orge, d'épeautre et d'amidonnier. Mais qui se servait de ce récipient? Les marchands quand ils partaient pour de longs périples, les gardiens de troupeaux sur les alpages ou encore les chasseurs? À moins qu'on en ait fait une utilisation bien différente encore. L'agriculture alpine, à l'époque, était très certainement marquée par des croyances en des puissances surnaturelles, ou des dieux au sens large. Une nature habitée en quelque sorte. Les hommes devaient donc probablement faire des offrandes pour s'attirer les bonnes grâces de ces dieux de la nature lors du passage du col. Il est par conséquent tout à fait possible que les aliments décelés dans la boîte soient en réalité des vestiges, ou pour ainsi dire la preuve archéologique de ces rituels. Retour à Berne. 3 semaines après la tomographie par ordinateur, Johanna Klügel est en mesure d'analyser la maquette numérique 3D du contenu de la boîte à provisions.
Lui révélera-t-elle la fonction du cordon? On voit que la cordelette est enroulée sur elle-même à l'extrémité. Les fibres libériennes forment une pelote. La grande question est pourquoi? À quoi est-ce que ça pouvait bien servir? Est-ce que ça faisait partie du système de fermeture de la boîte en bois? Ou pas? La boîte libérée par les glaces conserve une grande part de mystère. Et l'analyse de l'image en 3 dimensions pose de nouvelles questions, car Johanna Klügel y fait une découverte surprenante. Des pointes de flèches. Que font ces pointes juste à côté, voire à l'intérieur d'une boîte en bois dans laquelle on a retrouvé des aliments? Petit à petit, les chercheuses essaient d'assembler les pièces du puzzle. Mais au lieu de leur fournir des réponses, la reconstitution tomographique soulève sans cesse de nouvelles questions. C'est un vrai travail de détective. On trouve très rarement des preuves. Il faut presque toujours se contenter de simples indices. Et on finit par tirer une conclusion sur la base de ces indices, mais ce n'est jamais simple, ni clair comme de l'eau de roche. Ça demande beaucoup de temps et de travail. Il ne faut pas baisser les bras trop vite. L'examen des morceaux de bois que Regula Gubler a trouvés sur le passage du Lötschberg relève lui aussi du travail de détective. L'analyse au carbone 14 a révélé qu'il remontait à la même époque que la boîte, soit 4000 ans en arrière. Celui-ci est légèrement courbé. Celui-ci aussi. Au premier coup d'œil, on pourrait penser qu'il faisait partie de la boîte. Toutes ces trouvailles auraient-elles appartenu à une seule et même personne? Et que sont ces petits fragments de bois de chêne? Ce ne sont pas des branches, mais du bois massif. Ces fragments ont été taillés dans un gros morceau de bois. Les petits bouts de bois affichent des points de pression, ce qui porte à croire qu'ils faisaient partie d'une structure de portage. Quand nous aurons assemblé tous les morceaux, si nous y parvenons, nous pourrons voir quelle longueur faisait chaque barre et combien il y en avait. Chaque détail compte. Chaque fragment de bois pourrait renfermer d'importantes informations. À chaque nouvelle pièce de puzzle, les chercheuses se rapprochent du tableau global. Si nous réussissions à reconstituer une structure de portage préhistorique, ce serait la deuxième. Jusque-là, nous n'avons reconstitué que celle de Tsi, qui donne un aperçu de la façon dont les gens vivaient et se déplaçaient dans la montagne. Si nous retrouvions un fragment clé, nous pourrions peut-être mieux comprendre à quoi elle ressemblait. Ces trouvailles posent encore de nombreuses questions, auxquelles certains petits fragments pourraient apporter des réponses. Même si de nombreuses questions restent ouvertes, les objets sortis des glaces montrent que la science a longtemps sous-estimé la capacité des hommes d'autrefois à vaincre la haute montagne. Aujourd'hui, on sait que 2000 ans avant Jésus-Christ, les hommes défrichaient déjà des forêts pour pratiquer l'élevage et cultiver des céréales jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Plus tard, il y a environ 3000 ans, les hommes qui peuplaient les montagnes avaient encore bien avancé, comme le porte à croire une découverte surprenante réalisée en 2003. Un couple bavarois a trouvé ces planches de bois dans le Tyrol du Sud, et Kurt Nicolucci, dendrochronologue à l'université d'Innsbruck, est bien décidé à percer leur secret. Le passage est situé à environ 3000 mètres d'altitude. Il est très exposé. Et nous avons là des bardeaux relativement grands. Ils font jusqu'à 2 mètres de long. Nous pensons qu'il pourrait s'agir des restes d'une cabane.
Quel âge aurait donc cette cabane? Une question clé qui doit trouver une réponse au laboratoire de dendrochronologie, où on compte les cernes du bois et les analyse en les comparant à ceux de leur base de données pour déterminer l'âge exact des pièces de bois retrouvées. Alors? 170. Oui, ça devrait suffire pour dater. Voyons voir. D'accord, je vais faire comme ça. Tu l'indexes d'abord. Oui. Ah, regarde. Statistiquement parlant, c'est très bien. 1230 avant Jésus-Christ, c'est ça? Donc ça remonte à plus d'un millénaire avant notre ère. Super. À l'âge du bronze. Une découverte extraordinaire. Manifestement, ces pièces de bois ont appartenu au plus vieux refuge de haute montagne connu à ce jour dans les Alpes. C'est très surprenant qu'il y ait eu une cabane là-haut il y a plus de 3000 ans. On a retrouvé des vestiges préhistoriques sur d'autres cols alpins par le passé, mais jamais de cette nature. Les bardeaux du Langgrubejoch sont donc tout à fait uniques. Le Langgrubejoch est un col des Alpes vénostes situé à plus de 3000 mètres. Pourquoi des hommes auraient-ils construit un abri aussi haut 1000 ans avant notre ère? Une équipe d'archéologues spécialisés dans la haute montagne veut tenter de le comprendre. Nous allons jauger la situation, voir comment elle a évolué cette année. Nous travaillons toujours à la toute fin de l'été, quand la glace a reculé au maximum. De la vallée, on ne voit pas où se situe cette limite. Sur les parties les plus élevées du massif, il a déjà neigé. Les archéologues ignorent ce qui les attend là-haut. La neige a-t-elle fondu dans les zones ombragées ou est-ce qu'elle repose toujours dans les cuvettes qui nous intéressent? C'est la grande question. Ces dernières années, l'archéologie glaciaire a connu un essor considérable. Les experts savent désormais quel type de terrain se prête le mieux à la recherche de vestiges préhistoriques. Le Langgrubejoch comporte lui aussi une cuvette naturelle d'un grand intérêt pour les chercheurs. Elle devait permettre aux hommes de l'âge du bronze de se protéger du vent et des intempéries. Cette zone était encore recouverte d'un bon mètre de glace il y a quelques années. Je ne suis pas anthropologue, mais ça m'a tout l'air d'être un os d'animal. Il y a encore un peu de neige, pas beaucoup, mais assez pour nous cacher des vestiges. Il pourrait y en avoir là-dessous. Si de précieuses reliques du passé se cachent encore sous la neige, d'autres ont vraisemblablement été enfouies sous les éboulis. Beaucoup de pierres se sont éboulées au fil des millénaires. Il pourrait y avoir un tas de choses là-dessous. Les hommes ont pu arriver par ici et grimper jusqu'au col. Un abri de bois s'élevait-il ici il y a 3000 ans? Rien encore ne permet de le dire. Les deux hommes continuent à fouiller minutieusement le périmètre pour tenter de dénicher quelques indices supplémentaires. Ils trouvent des os d'animaux, des morceaux de cuir et de petits bouts de bois. Faut-il en conclure que les hommes qui fréquentaient ces altitudes possédaient des animaux domestiques, d'élevage ou de compagnie? Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, Rupert Gittel et son compagnon de fouille font voler un drone. Nous allons prendre des clichés depuis le ciel. Le drone va photographier la zone par secteur en faisant en sorte que les prises de vue se chevauchent largement
pour être sûr de ne rien manquer. Nous avons aussi des marqueurs au sol, qui serviront à l'étalonnage. Un logiciel va exploiter ces clichés et en tirer une orthophoto, c'est-à-dire une vue d'ensemble à échelle constante. Dans le même temps, il produira une maquette numérique à haute résolution de la cuvette. Sur cette maquette, ils reporteront plus tard tous les emplacements où ils ont trouvé des objets pour analyser les liens éventuels entre eux et interpréter les traces de changements qui ont pu survenir à la surface. Après 4 heures d'examen scrupuleux des lieux, les deux hommes plient bagages pour redescendre dans la vallée avant la nuit. S'ils n'ont pas découvert de nouveaux indices renvoyant à l'existence d'une hutte, l'expédition a malgré tout été un succès. J'étais sceptique, mais bon, nous avons quand même avancé un peu. C'est un lieu de fouille important. Il faut continuer à l'explorer. Nous savons qu'à l'âge du bronze, des hommes transhumaient déjà avec leurs troupeaux d'une vallée à l'autre en franchissant des cols de haute altitude. Sont-ils passés par le Landgrubjor? Le traitement et l'étude des vestiges découverts sur les glaciers prendront des années. Apporteront-ils aux chercheurs autant de réponses qu'ils le souhaiteraient? Il ne reste plus qu'à espérer que des méthodes d'analyse toujours plus perfectionnées permettront de leur arracher un maximum d'informations. Ces trouvailles nous ouvrent de nouvelles fenêtres sur la vie à la préhistoire. Les découvertes archéologiques, comme l'homme des glaces, ou celle du passage du Lötschberg, ou encore du col du Schniede, nous montrent très clairement que les hommes d'antan utilisaient un grand nombre de matériaux. Le cuir, le bois, l'écorce de bouleau, et ainsi de suite, et qu'ils confectionnaient des objets très élaborés. Les archéologues espèrent faire d'autres découvertes palpitantes. Certains rêvent même d'un deuxième Ötzi. Et tous s'accordent pour dire qu'une nouvelle trouvaille de cette ampleur pourrait faire la lumière sur de nombreuses questions restées en suspens.